chercheur qui cherche, et effectivement, bah, c'est l'homme de la situation, puisque il est capable à la fois de nous faire part d'une expérience de terrain, de le faire avec un certain nombre de savoirs qui sont des savoirs scientifiques, universitaires, et puis, par ailleurs, c'est quelqu'un qui a vécu dans le pays de la même façon. Alors, Xavier Guignard, pour vous faire court, un CV long, est co-directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord dans une agence de recherche indépendante et à but non lucratif qui s'appelle Noria Research, c'est bien ça. Et il a été chercheur senior sur la Palestine et sur la Libye. C'est un ancien de l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth et Jérusalem. Il a même été prof de fac en Palestine à l'Université de Jérusalem. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui, je crois, aime l'endroit dont il va parler. Xavier, la parole est à toi pour à peu près 3/4 d'heure, comme tu le voudras. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis merci à vous, d'être aussi nombreuses et nombreux, et de m'accueillir ici à Albertville. Alors 3/4 d'heure, ça va être à la fois très long et très court, mais peut-être un mot d'introduction parce qu'on en a rapidement parlé. C'est effectivement un sujet qui est toujours délicat à aborder et encore plus en ce moment. Je vais vous donner quelques éléments pendant les 3/4 d'heure, mais je veux vraiment que la parole soit la plus libre possible après pour les questions. Profitez de ma présence, et on est habitué aux questions qui peuvent fâcher, on est là pour y répondre. Et si j'ai laissé des zones d'ombre pendant la présentation, vraiment, n'hésitez pas à venir me chercher. Parce que comme tu le rappelais, c'est un sujet qui nous paraît très proche. Et je vais peut-être commencer par ça en introduction. On est souvent renvoyé, quand on parle de ce conflit ou quand on parle de la situation en Palestine, à cette proximité ressentie, à la place qu'elle prend dans le débat public par rapport à d'autres conflits, parfois plus meurtriers, parfois plus violents, parfois plus proches de nous, et la question se pose de pourquoi cet intérêt pour cette question. Alors, en ce qui me concerne, c'est facile, c'est un sujet de travail depuis 10 ou 15 ans, mais plus largement parce que, avant de parler d'importation, on pourrait parler d'exportation d'un certain nombre de difficultés et d'histoires problématiques européennes. On est lié à cette région depuis longtemps, et on est lié particulièrement à la naissance du conflit israélo-palestinien depuis à peu près un siècle. Alors je ne vais pas vous faire une histoire trop longue, mais je vais quand même revenir sur ce qui s'est passé depuis un siècle pour comprendre un petit peu mieux peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Mais l'importation, elle a joué dans les deux sens. Il y a une histoire européenne de la Palestine et d'Israël qui explique probablement pourquoi ce conflit tient une place si particulière dans l'imaginaire politique, dans le fait qu'on ait toutes et tous une opinion, des avis. Moi aussi, bon, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, mais effectivement avoir travaillé, vécu sur place, j'espère pouvoir vous partager un certain nombre de faits, d'éléments un peu clés, une lecture, et puis surtout être là pour répondre à vos questions. C'est ce qui me semble peut-être le plus important. Pour le cadrage de notre discussion de ce soir, je le disais, historiquement, on va revenir à peu près sur un siècle. Un siècle, c'est l'expression qu'employait Trump quand il a fait son deal du siècle, il y a 2-3 ans. Et ce n'était pas l'expression la plus idiote qu'il ait eue, puisque un siècle auparavant était le début de ce qu'on a appelé le mandat britannique. Je vais revenir sur cette histoire. Mais le conflit tel qu'on le comprend aujourd'hui, entre Israël et la Palestine, prend racine il y a à peu près un siècle. Et géographiquement, on va donc parler de cette langue de terre qui aujourd'hui est composée d'Israël et des territoires palestiniens. Puis on fera des petits détours par les pays où vivent en exil les Palestiniens, notamment les pays limitrophes, qui sont liés intimement à cette histoire. Voilà pour le cadre très général. Évidemment, on va passer du temps à parler de ce qui s'est passé le 7 octobre et depuis le 7 octobre, mais je ne voulais pas uniquement vous parler de ça, je voulais vous parler plus généralement, peut-être pour comprendre où va la Palestine, d'où part-elle, et d'où part-on quand on parle de ce conflit. Alors un siècle auparavant, on est un tout petit peu plus, on va tricher, mais c'est la période de la Première Guerre mondiale, et se joue quelque chose dans cette région du monde qui est encore l'Empire ottoman, où ce qu'on appelle les provinces arabes de l'Empire ottoman sont traversées par une dynamique révolutionnaire qui va les conduire à
quitté l'Empire au sortir de la guerre et qui va, pendant la guerre, influencer notamment les Britanniques à soutenir ces révolutions, cette grande révolte arabe, comme on l'appelle, pour lutter contre l'ennemi ottoman à l'époque, qui viendra l'ennemi turc après. Cette région, elle n'est pas divisée en États-nations encore, c'est des provinces qui sont gérées depuis Istanbul. Il y a évidemment des particularités locales, mais on ne sait pas très bien quoi en faire. Les Britanniques et Anglais se mettent d'accord pendant la guerre pour se partager en zone d'influence ou en zone de contrôle direct ce grand ensemble qui est globalement l'actuelle Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, Israël et les pays du Golfe. Ce plan ne va jamais vraiment exister, c'est ce qu'on appelle Sykes-Picot, mais il va largement inspirer la division qui va être reconnue un tout petit peu plus tard, en 1920 puis 1922, des mandats britanniques et français. Pour le dire très vite, les Français vont avoir un mandat, donc une tutelle légale sur le Liban et la Syrie, et les Anglais sur l'actuelle Jordanie, Palestine et Israël. Alors c'est pas le début de cette histoire, mais c'est le début de l'empreinte européenne dont je parlais. L'autre début d'histoire qu'on pourrait prendre, et il me semble que vous avez eu l'occasion d'en parler dans une université précédente, donc je ne reviendrai pas trop dessus, c'est la naissance du mouvement sioniste, qui conduit à la fin du XIXe siècle une partie des communautés juives d'Europe à fuir en grande partie les pogroms et tous les affres de la transformation de l'Europe d'empire en État-nation, qui va inspirer pour la première fois de façon aussi solide l'idée d'un mouvement national juif en Europe, et qui va jeter son dévolu comme terre d'accueil sur ce qui était encore à l'époque appelé entièrement la Palestine. Ces deux histoires se croisent, et donc ces deux histoires sont dès le début très liées à l'Europe. Quand les Anglais prennent le contrôle civil de la Palestine, il y a un seul et même territoire continu sous leur mandat, entre la Jordanie, la Palestine et ce qui est aujourd'hui Israël, qu'on appelle, pour aller très vite, la Palestine mandataire. Cette histoire, elle dure 18 mois. 18 mois plus tard, il est acté une séparation au niveau du Jourdain. D'un côté, il y aura la Palestine, et de l'autre côté, l'actuelle Jordanie, sur laquelle on va finalement pas trop revenir aujourd'hui, qu'on appelle pendant quelque temps la Transjordanie. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer, et c'est une expression que vous entendez parfois, entre la mer et le Jourdain, donc entre la côte où vous trouvez Tel Aviv et Haïfa, jusqu'au fleuve Jourdain, qui sont aujourd'hui le territoire d'Israël et des territoires palestiniens occupés. Les Anglais sont là pour une petite trentaine d'années, et très vite ils se rendent compte que contrairement à d'autres territoires qui vont avoir sous leur domination protectorat, ils ne vont pas réussir à s'installer de façon pérenne, et donc ces 30 années de présence britannique sont une gestion de la catastrophe. Ils se sont rendus compte que depuis le départ, ils ont fait des promesses contradictoires, c'est-à-dire qu'ils ont promis aux peuples arabes qui voulaient s'émanciper de l'Empire ottoman qui serait autodéterminé, donc ils auraient le droit à l'accès à leurs États, et ils ont en même temps promis au mouvement sioniste qu'il construira un foyer national juif en Palestine. Cette double promesse contradictoire qui est faite par les Britanniques, elle va empoisonner l'intégralité du mandat, et elle va structurer la façon dont se pose un certain nombre de questions jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je fais ce petit détour par l'histoire. Alors on ne va pas revenir sur la façon au quotidien dont ça se passe pendant la gestion mandataire des Britanniques. Ce qui me semble important à partager avec vous à ce moment-là, c'est que les Britanniques très vite prennent conscience qu'il faut s'en aller. Très vite prennent conscience que ça ne va pas être l'Inde ou l'Égypte sur lesquels ils ont régné beaucoup plus longtemps, qu'il faut préparer la sortie. Et préparer la sortie, c'est avoir une option politique. Et il n'y en a pas une, il y en a deux, et c'est les deux mêmes que vous entendez depuis exactement 100 ans. À savoir, est-ce qu'il faut un État, binational, fédéral, ou deux États. Et cette question, que là on a réentendue post-7 octobre, en réalité elle a 100 ans. Et il n'y a pas de bonne réponse qui a été donnée, mais les deux options, elles sont sur la table depuis une centaine d'années, et on n'a jamais trouvé celle qui était capable d'apporter la paix. Voilà pour le temps long. Si je vais un peu plus vite pour la suite, en 1947, aux Nations Unies, est créée une commission justement pour départager les votes entre ces deux options. C'est un petit comité, il y a 7 votes, 4 pour la solution des deux États, 3 pour la solution à un État. C'est donc la solution de la partition, c'est le terme officiel de la Palestine, en deux États, Israël et la Palestine, qui est votée, sans prendre en compte le desiderata des populations qui vivaient sur place. Ce qui me semble important parce que c'est souvent celle qu'on écoute le moins.
Et donc en 1948 est proclamée l'indépendance de l'État d'Israël, qui finalement de ces deux États votés à l'ONU est le seul qui jusqu'à aujourd'hui a vu le jour. S'ensuit une première guerre israélo-arabe, qui en réalité est une demi-guerre parce qu'il y a une alliance de fait entre Israël et la Jordanie, qui va permettre à Israël d'élargir le territoire qui lui était donné. Concrètement, il passe de 55% de la Palestine mandataire à 78%. Le reste est sous tutelle jordanienne, sauf la bande de Gaza qui est sous tutelle égyptienne. Si je vous assomme avec ça, c'est aussi parce qu'on va beaucoup parler de Gaza plus tard. Et donc dès le début, Gaza et la Cisjordanie, qui sont les deux morceaux de la Palestine telle que vous la connaissez aujourd'hui, sont gérés différemment. À peu près 80% de la population palestinienne qui vivait sur place est envoyée en exil. Elle trouve refuge dans les pays limitrophes, en Égypte, en Jordanie, en Syrie, au Liban, où elle vit dans des camps de fortune qui sont transformés en quartiers pauvres jusqu'à aujourd'hui, sous tutelle d'une agence qui a beaucoup fait parler d'elle malgré elle ces derniers jours, qui est l'UNRWA, et sur laquelle on pourra revenir si vous voulez dans les questions et les réponses. Et donc le début de cette histoire, c'est la création d'un État sur deux et l'envoi en exil de 80% d'une population qui est jusqu'à aujourd'hui interdite de retour. Va naître ensuite le mouvement national palestinien en exil, et qui est peut-être une première façon de se poser la question de qu'est-ce que veulent les Palestiniens, parce que c'est une question qu'on entend souvent. Au départ et pendant très longtemps, et pour une partie d'entre eux jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils voulaient, c'est revenir sur cette décision de la division ou de la partition, et à la fois regagner leur maison à un titre individuel, et puis à un titre national de créer un État de Palestine sur l'intégralité du territoire. Alors le terme État unique est souvent employé, cache une pluralité de solutions. Là encore, je l'évacue peut-être pour les questions-réponses, mais le mouvement national palestinien, comme par ailleurs une partie des intellectuels israéliens, a imaginé pléthore de solutions au sein d'un État unique qui peut aller du fédéralisme à l'État binational. On a eu plusieurs exemples dans le monde de ce que ça pouvait être, marchand ou pas marchand. Mais pendant longtemps, c'est la boussole principale du mouvement national palestinien qui veut reconquérir ses droits sur l'intégralité du territoire. Assez vite, cependant, va naître une seconde option, qui est celle de l'adoption de la solution à deux États. Tu me dis si tu veux que je reste plus longtemps sur cette période très historique, mais je pense que... Et donc, du milieu des années 70 jusqu'à Oslo, sur lequel je vais un tout petit peu m'attarder en 93-94, les deux options cohabitent à l'intérieur du mouvement national palestinien. Oslo, qui est une date phare, les accords d'Oslo sur lesquels je vais revenir, signés en 93, marque l'adoption par le mouvement national palestinien, par l'Organisation de libération de la Palestine, de l'adoption de la solution à deux États, sans retour. C'est-à-dire qu'ils acceptent à ce moment-là de fonder un État de Palestine sur les 22% restants. Je vous ai dit qu'Israël avait saisi 78% du territoire. Et après 67, après la seconde guerre israélo-arabe, a occupé l'intégralité des territoires. Du point de vue palestinien, les accords d'Oslo, c'est se ranger à deux choses. Un, reconnaître la légitimité de l'État d'Israël, donc reconnaître le fait accompli depuis 1948. Et deux, reconnaître le bien fondé de la solution à deux États, avec la possibilité de créer un État sur ce qu'on appelle les frontières parfois de 67 ou la ligne verte, c'est la carte de la Palestine telle que vous la connaissez. D'un côté, la Cisjordanie qui est en une forme de 2008, et de l'autre côté, la bande de Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale. Les accords d'Oslo ont été, alors j'étais un peu jeune pour les suivre de très près, mais ont été à la fois une source d'espoir pour beaucoup sur place, une source de conflit aussi, parce qu'une partie de la scène palestinienne s'y opposait historiquement, tout comme une partie de la scène israélienne, ce qui a quand même conduit à l'assassinat de leur premier ministre de l'époque, ce qui n'est pas rien. Cette solution en réalité n'était que la répétition de ce qui s'est décidé en 1948, avec un équilibre de division territoriale qui était beaucoup moins favorable aux Palestiniens. Pour autant, elle n'a pas été mise en œuvre. Il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a toujours pas d'État de Palestine reconnu internationalement, même si aujourd'hui 139 pays reconnaissent la Palestine, mais tout le monde sait qu'il n'y a aucun caractère souverain à cet État. Voilà où nous en sommes au début des années 90. Donc c'est un très rapide portrait. Peut-être ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'est l'ancrage historique de cette question de comment on résout le problème posé par les Britanniques, posé par cette double promesse, promettre une terre à deux peuples, à la fois un peuple qui y résidait et un peuple qui cherchait refuge, et comment se dépêtrer de cette promesse.
et on ne s'en est toujours pas dépêtré. Ça fait effectivement un siècle que la question est posée de la même façon. Avec la période d'Oslo s'ouvre une série de négociations pour mettre en pratique cette décision et peut-être battre une première idée reçue. Les accords d'Oslo ne mentionnent pas l'État de Palestine. Les accords d'Oslo mentionnent une seule chose, enfin ils en mentionnent beaucoup, mais je vous ai dit du côté palestinien, c'est reconnaître la légitimité d'Israël et l'adoption des deux États. Du côté israélien, c'est reconnaître que l'Organisation de libération de la Palestine, donc une organisation née en exil qui était la tutelle de tous les partis politiques, associations, organisations de la société civile, donc qui jouait un rôle de gouvernement en exil, si vous voulez, dirigé par Yasser Arafat, était un interlocuteur légitime, et plus d'organisation terroriste. Ces accords vont être déclinés par plein de petits bouts d'accords, mais pour ce qui nous intéresse, il faut retenir deux choses. Un, Israël ne s'engage pas à permettre un État palestinien, mais s'engage à se retirer des territoires occupés. Deux, les Palestiniens sont dotés d'une autorité intérimaire, qui est toujours là, qui a officiellement une existence de 5 ans, entre 1994 et 1999, et qui, elle, doit permettre, non pas de créer l'État, mais de résoudre toutes les questions qui ne sont pas résolues. Parce qu'en 1993, quand Israéliens et Palestiniens signent les accords d'Oslo, ils se mettent d'accord sur tous les points de désaccord. Ils disent on doit discuter du statut de Jérusalem, du retour des réfugiés, des ressources naturelles, des frontières, des colonies, entre autres. Donc ça, on n'est pas d'accord. On ne sait pas comment on va le résoudre, donc on se donne 5 ans pour le résoudre. C'est ça les accords d'Oslo. C'est prévoir un cadre de discussion, d'une part, et d'autre part, de prévoir le désengagement des Israéliens, à la fois de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. L'histoire, vous la connaissez, il n'y aura jamais de discussion sur ce qu'on appelle le statut final, c'est-à-dire sur tous les points qui ont été listés, et la colonisation est allée croissante, que ce soit sous des gouvernements de gauche israélienne ou de droite israélienne. Statistiquement, ça ne fait vraiment aucune différence, la croissance des colonies est extrêmement linéaire. Je vous en parle parce que c'est probablement l'un des principaux obstacles à la réalisation de l'édification de l'État palestinien, et que c'est une donnée fondamentale pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a cette période de flottement pendant quelques années. Des gens de bonne volonté vont croire que finalement cette solution qui traîne depuis 1948 va pouvoir prendre racine, va pouvoir devenir réalité, c'est-à-dire que les Palestiniens vont pouvoir être dotés d'un État. On le redit, en 1948, les Israéliens sont dotés d'un État, les Palestiniens n'en ont toujours pas. Et puis 1999 arrive, qui est la fin de la période intérimaire des 5 ans dont je vous ai parlé, aucun accord n'est trouvé. S'ensuit très vite ce qu'on appelle la seconde intifada, qui est la seconde révolte palestinienne. Il y en a une première à la fin des années 80. Là, cette révolte-là, elle marque la désillusion en Palestine de cette option diplomatique, de cette reconnaissance d'Israël, et elle marque le début d'une grande désillusion quant à leur capacité à être un jour dotés d'un État. Donc c'est peut-être une première réponse à la question où va la Palestine. Elle sait où elle a essayé d'aller et où pour l'instant ça n'a pas marché. Elle a essayé pendant très longtemps, depuis l'exil, la lutte armée, qui n'a pas donné ses fruits. Elle a essayé ensuite l'option diplomatique depuis 1974, mais disons manifestement depuis 1993 avec Oslo, qui n'a pas marché. Et donc pour l'instant la Palestine, si on lui demande où elle va, elle sait qu'elle est dans une impasse, parce qu'elle ne sait plus par quel bout tenter de répondre à la question posée il y a un siècle, à savoir comment diviser ou ne pas diviser cette langue de terre. Fin de la seconde intifada, on rentre dans une période qui nous est plus proche, plus familière. On a un changement à la direction palestinienne, c'est plus Yasser Arafat qui décède en France, fin 2004, mais Mahmoud Abbas qui prend la direction du mouvement national palestinien et qui en est un président, élu en 2005 pour un mandat de 5 ans qui lui aussi pour 4 ans, qui a un peu traîné puisqu'on est en 2024 et il traîne toujours le même mandat sans avoir été réélu. Et donc la Palestine, elle prend deux directions. Elle prend d'abord une direction de son histoire propre, c'est-à-dire d'une autorité qui devait être là pour 5 ans et qui finalement devient, je dirais pas un État, parce qu'il n'y a aucun caractère souverain, mais qui devient une forme de gouvernement qui n'est absolument pas libre et qui n'a pas les moyens de permettre l'émancipation, de permettre l'exercice de la souveraineté, mais qui a les moyens de permettre la répression de son propre peuple. Donc la Palestine devient une forme de non-État un peu autoritaire, de plus en plus autoritaire.
ce qui se traduit très concrètement par le fait que le Parlement est suspendu après les élections de 2006 qui voient le Hamas, dont on va reparler, sortir vainqueur des élections. Puis le pouvoir judiciaire est suspendu, donc le président règle par décret. Puis il nomme un conseil constitutionnel qui est attaché à son cabinet. Puis il multiplie les services de sécurité qui lui sont attachés. Bref, on a depuis Ramallah, et puis son pendant depuis Gaza sur lequel je vais revenir, la construction d'un régime autoritaire. Donc quand on est palestinien, on vit d'abord, aujourd'hui, sous une tutelle directe palestinienne qui est violente, autoritaire, qui laisse peu d'expression à ses oppositions, à des intellectuels, à des artistes, à des universitaires, à des militants. C'est une réalité de la Palestine, peut-être sur laquelle on est moins familière quand on travaille sur le conflit. En l'espèce, ça a été moi mon travail pendant des années de travail sur les questions interpalestiniennes, donc c'est quelque chose sur lequel il me semble important de revenir. Parce que quand on se demande où va la Palestine, on peut se demander aussi où vont les Palestiniens, et au quotidien, ils ont aussi ça. C'est-à-dire qu'ils ont aussi une autorité nationale palestinienne, qui est un gouvernement qui leur laisse peu de marge de manœuvre. C'est un gouvernement par ailleurs qui est tenu par ces fameux accords d'Oslo. Ces accords d'Oslo, ils ont deux grandes jambes dans les faits. Ils ont une jambe sécuritaire, l'autorité nationale palestinienne est tenue de coopérer, c'est le terme qui est employé avec Israël, pour la sécurité des Israéliens. Que ce soit les colons en Cisjordanie et à Jérusalem, les soldats ou les Israéliens à l'intérieur, donc au sein de ce qui est reconnu internationalement comme l'État d'Israël. Et l'autre jambe, elle est économique. La Palestine est un marché captif pour les Israéliens. Marché captif, ça veut dire très concrètement que ce qui rentre et ce qui sort en Palestine est contrôlé par les Israéliens. Et ils bloquent une grande partie des importations sous diverses raisons sécuritaires, mais c'est surtout parce que la Palestine est du coup un déversoir pour le surplus de production de leur industrie ou de leur économie de service. Et puis les Palestiniens sont une main-d'œuvre disponible, pas très chère, qu'ils ont à un moment tenté de remplacer par des travailleurs migrants venant d'Asie du Sud-Est, mais ils se sont rendus compte qu'ils se comprenaient beaucoup mieux avec des Palestiniens qui connaissent depuis bien plus longtemps. Et donc les accords d'Oslo ont fait de la Palestine vraiment ce marché à la disposition du marché israélien. Et l'autorité palestinienne ne peut survivre que si elle répond à ces deux demandes historiques, à savoir maintenir cette dépendance économique et maintenir ce travail de coopération sécuritaire. Donc la première destination, le premier plafond au-dessus des Palestiniens est leur gouvernement. Et puis le second, c'est ce que je vous ai décrit, la poursuite de la colonisation, qui n'a jamais cessé depuis 1967, qui s'est accélérée à la fin des années 80 et qui, de façon très linéaire aujourd'hui, nous conduit à avoir à peu près 700 à 800 000 colons à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. On parle là en face d'une population palestinienne de 3,5 millions, 4 millions d'habitants, donc c'est énorme. C'est non seulement une population civile qui est installée dans un territoire qui n'est pas à elle, mais c'est aussi un maillage territorial qui rend impossible d'aller d'une ville palestinienne à une autre de façon naturelle. C'est-à-dire que il y a un intellectuel israélien qui emploie le terme pour décrire ce qui se passe en Cisjordanie d'occupation en 3 dimensions. Si vous regardez une carte, c'est impossible de comprendre vraiment ce qui se passe parce que vous avez vraiment deux pays superposés l'un sur l'autre. Et quand vous le regardez de près, c'est une succession de tunnels, de ponts, de murs, de routes de déviation qui permettent au même endroit d'avoir deux pays différents, deux réalités différentes l'un sur l'autre. Les colonies, les plus grandes colonies israéliennes sont reliées à Tel Aviv et à Jérusalem par des autoroutes et vous ne voyez absolument pas que vous changez de pays. Alors, en face, par contre, quand vous êtes palestinien, vous le sentez parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de checkpoints à travers le pays qui rendent les déplacements extrêmement compliqués. Pour traverser un pays qui fait quelques dizaines de kilomètres entre deux villes, vous pouvez parfois passer plusieurs heures, non pas à cause des bouchons qui sont évidemment nombreux, mais parce que vous êtes obligé d'emprunter ce qu'on appelle des routes de contournement. Donc sur le propre territoire palestinien, le système routier a été organisé pour permettre le développement des colonies. Donc la colonisation, c'est à la fois une présence inextricable de civils, mais c'est aussi la présence inextricable d'un autre pays entier, avec son propre réseau d'eau, son propre réseau électrique, ses propres routes, ses propres villes. Et quand vous le regardez de près, c'est une dystopie, c'est vraiment deux pays au même endroit. Et au-delà de l'occupation ou de la colonisation israélienne en cours, il y a une non-volonté israélienne, historique, de voir accéder les Palestiniens à un État. Alors quand je le dis comme ça paraît brutal. Si vous l'interrogez différemment, même chez les soutiens israéliens, alors
il y en a, hein, mais chez une partie des soutiens israéliens à cette solution, la question de l'État palestinien, elle est défendue jusqu'à ce qu'on parle de la souveraineté palestinienne. Où là, ça devient plus compliqué parce qu'on veut un État démilitarisé, un État qui n'a pas de politique étrangère propre, un État qui n'a pas de monnaie propre parce qu'ils veulent continuer à avoir cet accord économique avec la Palestine. Bref, on veut un État qui ne soit pas vraiment un État. Et je fais peut-être une petite pause ici, parce que j'aurais pu le préciser en introduction, mais quand je dis que c'est une histoire qui nous touche de près, c'est à la fois une histoire qui nous touche de près pour nos propres affres, notre propre passé, parce que ça nous renvoie à l'antisémitisme européen, à la colonisation, dont on ne sait pas toujours très bien départi, à une forme de culpabilité, mais ça revient aussi à se poser des questions qui dépassent largement la Palestine. Vous avez parlé, me semble-t-il, au lendemain de la guerre en Ukraine, ici d'Ukraine, peut-être un jour de Taïwan. La Palestine, c'est aussi un de ces endroits où on parle de ce que c'est que la souveraineté. C'est-à-dire qu'on parle de ce que c'est qu'être citoyen. D'avoir un endroit à soi, où on a des droits reconnus, où on est protégé. Et peut-être que si vous le prenez dans ce sens-là, il n'y a pas plus d'État de Palestine aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ans quand on a signé les accords d'Oslo, il y a 70 ans, un peu plus quand Israël a été créé. Il n'y a toujours aucun endroit dans le monde dans lequel, en tant que Palestinien sans autre nationalité, vous êtes reconnu et protégé et disposez de droits spécifiques. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que sur d'autres territoires, on est, et à bonne raison, très attaché au fait de défendre la question de la souveraineté, puisque c'est la seule aujourd'hui manière d'assurer la protection ou l'exercice, on va le dire, des droits de citoyens, et que le jour où on cède politiquement sur une souveraineté au rabais, ça veut dire qu'on cède sur une citoyenneté au rabais, et que si ça peut tenter certains dans le cadre de ce conflit, il faut s'attendre à ce que, alors Taïwan, je le mentionnais, ça sera la Chine, l'Ukraine, ça sera la Russie, mais d'autres se saisissent de ce précédent pour imposer ailleurs dans leur sphère d'influence des souverainetés et donc des citoyennetés de second rang. Je pense que c'est important parce qu'il y a mille façons d'être attaché individuellement, émotionnellement, politiquement à cette question, mais celle-ci me semble importante au sens où ça dit quelque chose du monde dans lequel on veut vivre demain. Et aujourd'hui, on n'a pas inventé une autre forme que l'État-nation pour se diviser entre nous, mais créer aussi des espaces où il y a les gens ont des droits. Et c'est vraiment cette question-là qui se pose, je pense, du point de vue palestinien. C'est quel espace et quel droit veut-on leur offrir? Voilà, c'est peut-être une façon de répondre à la question de où va-t-on. C'est que veut-on, si on se place plus simplement d'une question de deux États, mais de peuples, que veut-on pour les gens qui, depuis 48 sur place, n'ont pas un exercice de plein droit de citoyen? Est-ce qu'on veut continuer à maintenir cette situation? Ou est-ce qu'on veut imaginer une solution dans laquelle ils puissent exercer ces droits? Fin de cette grande parenthèse, mais qui me semble important pour montrer que la Palestine est aussi une question universelle et qui peut nous rapprocher à d'autres enjeux beaucoup plus contemporains. Donc, jusqu'à très récemment, les Palestiniens avaient, je vous ai dit, ces deux plafonds au-dessus d'eux, un gouvernement autoritaire et puis l'État d'à côté qui poursuit sa colonisation. Il y a une autre histoire palestinienne sur laquelle on peut revenir après pendant les questions, parce que je vois le temps qui avance, c'est la division palestinienne. Il ne vous aura pas échappé, notamment depuis le 7 octobre, on en entend beaucoup parler, qu'il y a deux gouvernements palestiniens. Alors si l'histoire n'était pas assez compliquée pour les Palestiniens et les Palestiniens de l'intérieur, ce qui s'est passé en 2006, c'est que la Palestine a été probablement témoin des premières élections libres de la région, et le désaveu du parti au pouvoir depuis 93-94 s'est exprimé dans les urnes, et son opposant, le Hamas, a remporté 40% des sièges, ce qui était en fait la majorité relative, mais lui a donné la majorité absolue, et donc le droit de former un gouvernement. Ça a déclenché un tas de réactions internationales. En premier lieu, les bailleurs de fonds, que sont l'Union européenne notamment, puis les États-Unis, se sont formellement opposés à la constitution d'un gouvernement où il y ait des membres du Hamas. J'ai dit que je revenais dessus, mais je vais vraiment revenir sur ce qu'est ce mouvement. Et il y a eu un an de tensions interpalestiniennes, et ça a abouti, pour le dire très vite, à un début de guerre civile entre Palestiniens. Le Hamas, historiquement, qui est fondé, qui est très lié à la bande de Gaza, s'y replie et chasse son opposant, le Fatah.
et il fonde son propre gouvernement. Alors, à la fois issu de la légitimité des urnes et issu d'un coup d'État en 2007. Et puis en face, l'autorité palestinienne que l'on connaît, avec laquelle on interagit diplomatiquement, a la reconnaissance et la légitimité internationale, mais n'a pas eu celle des urnes. C'est la situation très particulière dans laquelle est ce pays depuis 2006, enfin ce territoire depuis 2006, avec deux gouvernements concurrents, avec des légitimités et des options politiques très différentes, et tous les deux soumis à la permanence de la question israélienne. Voilà la situation. Alors, je parlais de cette division, il faut vous imaginer, et ça peut nous amener un peu plus proche du 7 octobre, la population palestinienne est jeune, et particulièrement à Gaza, où à peu près 50% de la population avant le 7 octobre avait moins de 18 ans. Ça veut dire que 50% de la population a grandi dans cette réalité-là. Elle est née après la seconde intifada, elle est née après la mort de Yasser Arafat, qui est pour nous une figure qui nous paraît extrêmement proche, elle est née après ces élections, après la division palestinienne, et elle n'a connu que ce double horizon bouché, à savoir deux gouvernements palestiniens en conflit l'un avec l'autre, et tous les deux aussi autoritaires l'un que l'autre, et la permanence de la question, enfin de la permanence de la présence israélienne, l'absence totale de solutions diplomatiques. Les dernières négociations qui ont eu lieu il y a un peu plus de 10 ans sous la présidence d'Obama, et elles ont échoué, et pour reprendre les mots de l'envoyé spécial Martin Indyk, et qui se présente comme un grand ami d'Israël, elles ont échoué à cause de la poursuite de la colonisation. Donc ça fait plus de 10 ans que plus personne n'avait parlé de solution en Palestine, comme si finalement le problème avait été réglé lui-même, comme si, et peut-être pour de bonnes raisons, les conflits les plus urgents, les plus sanglants de la région avaient pris le pas. Évidemment, la région a été traversée par au moins 3 guerres civiles, en Syrie, au Yémen et en Libye, par des espoirs démocratiques et des renversements autoritaires à minima en Égypte et en Tunisie. Donc elle a donné lieu enfin, elle a accaparé l'attention ailleurs qu'en Israël et en Palestine, et il fallait aussi regarder ce qui se passait dans tous ces autres pays. Mais quelque part, on a mis la question palestinienne de côté en se disant elle n'est pas réglée, mais elle n'est pas remuante. Il y avait un statu quo qui ne dérangeait personne d'autre que les Palestiniens, et dans la plus grande violence, c'est ce statu quo qui a été remis en question le 7 octobre. Et il nous reste quelques minutes, et je pense que je vais les consacrer à cette question-là. Donc je vous ai dit, on parlait de la bande de Gaza. Le Hamas, pour le dire très vite, c'est un mouvement c'est le seul parti palestinien qui est né à l'intérieur de la Palestine. Tous les autres sont nés en exil, pendant les années, fin des années 50, début des années 60. Tous les autres, ça représente une composante politique qui va de mouvements de gauche, d'inspiration marxiste, à des mouvements nationalistes. C'était l'ère du temps. Et puis l'ère du temps a changé dans la région, et peut-être que j'aurai un collègue qui viendra vous en parler prochainement. La confrérie des frères musulmans, qui existait en Égypte depuis 1929, a inspiré la branche palestinienne qu'on appelle le Hamas, qui est un acronyme pour Mouvement de résistance islamique, qui est né à Gaza au moment de la seconde intifada. En fait, c'était un ensemble d'associations caritatives qui n'avaient pas réellement d'expression politique. Et quand il a vu le soulèvement de 87, qui est la première intifada, il s'est dit soit je meurs politiquement tout de suite, soit je deviens un parti politique et une force paramilitaire, et j'essaie d'épouser les revendications. C'est ce qui s'est passé. Donc on a eu la naissance du premier grand parti islamiste palestinien, le Hamas, qui existe toujours aujourd'hui, qui structurellement s'est opposé à la solution des deux États, au moins jusqu'en 2017, où il a fait une forme de refonte de sa doctrine, qui laisse envisager qu'il puisse s'adopter à cette solution interne, et puis qui a créé un pendant à cette grande structure que j'ai appelée l'OLP, où étaient représentés tous les partis de gauche et nationalistes. Donc c'est le Hamas, avec cette identité politique singulière, qui gouverne à Gaza depuis 2007, qui gouverne de façon pas moins autoritaire que l'autorité palestinienne à Gaza, qui n'enferme pas moins ses opposants, qui n'est pas moins restrictif sur les libertés publiques, qui se différencie grandement de l'autorité palestinienne du fait qu'il n'est de rapport que violent avec Israël. Et le 7 octobre en a été une grande manifestation. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a plusieurs réalités. Tu l'as rappelé en introduction, on est aujourd'hui à
entre 27 et 30 000 morts. Le 7 octobre, on s'est aussi réveillé avec un nombre de morts israéliens qu'on n'avait jamais entendu, causé par une attaque palestinienne. Donc il y a une dimension évidemment émotionnelle très forte, j'imagine pour beaucoup d'entre vous, devant ce déferlement de morts. Je vais non pas être froid là-dessus, mais je vais peut-être vous donner deux autres façons de lire ce qui s'est passé, en tout cas ne pas s'arrêter au crime qu'on peut caractériser, je sens trop de difficultés comme crime de guerre, aisément. Le Hamas a remis la question palestinienne de façon extrêmement brutale et extrêmement violente sur la table. Je le dis de façon d'autant plus sereine aujourd'hui que depuis hier, les Américains font savoir qu'ils ont envie peut-être un jour de reconnaître un État de Palestine. Donc finalement, après la réaction émotionnelle au 7 octobre et au lendemain, à peu près tout le monde se range à l'idée qu'il faut une réponse politique à quelque chose qui a été extrêmement violent, mais que les fondements de ce qui s'est passé étaient politiques. Pour les raisons avancées pour cette attaque, il y a donc eu deux volets qui vous auront sûrement pas échappé. Il y a eu un volet de confrontation avec l'intégralité des bases militaires israéliennes qui bordent et qui organisent le blocus de la bande de Gaza. Et puis il y a eu tout un autre volet qui a été l'attaque de kibbutz, donc de villages israéliens, et l'attaque de la Rave Party. Les raisons avancées du point de vue du Hamas et qui expliquent, et à mon avis nous permettent de comprendre l'adhésion qu'il y a à ce qui s'est passé le 7 octobre, sur lequel je vais revenir avec un bémol. Il y avait 4 points qui étaient avancés, à la fois des attaques menées de façon récurrente et répétée depuis 2021 par les mouvements colons les plus durs en Israël sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem. Alors j'ai pas eu le temps de vous parler de Jérusalem, mais ça mériterait une intervention à elle toute seule par certains autres collègues. Mais disons que c'est un concentré radioactif de tous les symboles des 3 monothéismes et d'une volonté des mouvements colons israéliens de s'accaparer aujourd'hui l'esplanade de mosquées, donc là où il y a la mosquée Al-Aqsa, pour y reconstruire le temple détruit il y a 3000 ans. Ça c'est une première raison. La seconde raison, c'est le sort des prisonniers politiques palestiniens. Alors pourquoi on dit prisonniers politiques palestiniens? Parce que environ 30% d'entre eux sont emprisonnés sans jugement. Et grâce à une loi qui date de nos amis britanniques de tout à l'heure, les Britanniques, pour enfermer les militants, à la fois ce qu'on appelait sionistes jusqu'en 1948 et puis après israéliens, les militants sionistes et palestiniens entre 1920 et 1948, avaient créé une loi qui permettait la détention administrative. C'est une garde à vue de 6 mois renouvelable éternellement. Donc c'est un non-procès. Donc les Israéliens ont maintenu cette loi, ils s'en servent aujourd'hui pour arrêter des Palestiniens. Et puis quand ils sont jugés par des lois d'exception, donc par une justice militaire, qui à 99,5% les reconnaît coupables. Donc c'est, aux yeux de les critères les plus larges qu'on peut avoir de ce qu'est une justice équitable, ça ne l'est pas. Le sort des prisonniers palestiniens était donc la deuxième raison invoquée par le Hamas et les groupes qui ont soutenu l'attaque du 7 octobre. Il y avait la poursuite de la colonisation en Cisjordanie et l'organisation du blocus de Gaza. Peut-être un petit mot parce que je suis passé dessus. Gaza, formellement, il n'y a plus de présence israélienne à l'intérieur, mais il y a une présence israélienne tout autour qui empêche les pêcheurs d'aller en mer, qui empêche les gens de sortir et d'entrer, qui empêche les biens d'entrer. Les Israéliens disent les biens à double usage, c'est un bien qui peut servir d'un point de vue civil et militaire. Par exemple, on penserait là à je sais pas, une longue vue, mais ça couvre aussi le béton, le bois, le papier. Donc ça rend quasi impossible d'avoir une vie normale à Gaza. Cette attaque, elle a été, et vraiment, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez dessus, je pense, pris une envergure inattendue par les gens qui l'ont menée. Elle a donné lieu à la réaction la plus violente qu'Israël n'a jamais conduite sur un territoire palestinien. Je le rappelais tout à l'heure, effectivement, on est à 27 ou 30 000 morts. Si on ramène les chiffres qu'on a à l'échelle française, c'est 1 million de morts pour la population française. C'est 60% des habitations qui sont détruites et c'est 95% de la population qui est déplacée. Donc Gaza est devenu un espace non viable, dont on ne sait pas très bien ce qui peut se passer. Les Israéliens ne savent pas ce qu'ils veulent en faire, parce que quand on demande où va la Palestine, il y a une des deux parties qui a un peu de réponse, qui est Israël. Et je vais peut-être finir là les quelques minutes qui nous restent pour répondre à cette question. Les Israéliens ne savent pas ce qu'ils veulent, fondamentalement. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas avoir
le Hamas revenir au pouvoir. Ils ne veulent pas avoir d'État de Palestine, ils le disent et ils le répètent à qui veut bien l'entendre, mais ça ne dit pas ce qu'ils veulent. Ça ne dit pas ce qu'ils veulent faire de la population qui est sur place, ça ne dit pas ce qu'ils veulent comme avenir pour eux, parce qu'aujourd'hui c'est devenu le statu quo dont on parlait est devenu invivable, y compris pour eux. Les Palestiniens, de leur côté, c'est un tout petit peu plus clair ce qu'ils veulent. Je dis les Palestiniens, je ne dis pas forcément leurs représentants politiques. Il y a une demande incroyable d'organisation d'élections générales pour renouveler toute cette classe politique dont je vous ai parlé, dont j'ai oublié de caractériser le caractère absolument corrompu. Et la formation d'un gouvernement d'union nationale pour déboucher sur quelconque solution. Mais finalement, ce que les Palestiniens veulent, c'est exactement la même chose que depuis une centaine d'années, c'est répondre à cette question et avoir le droit de participer à la réponse. Jusqu'à présent, peu d'occasions leur ont été données de se demander ce qu'eux voulaient. Faut se rendre compte que quand la question se posait dans les années 30-40, ils représentaient 90% de la population. Bon, aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'il y a toute une partie de la population palestinienne qui est devenue en exil. Mais là où la Palestine va, aujourd'hui, elle est dans une impasse. Aujourd'hui, les deux réponses n'ont pas changé. Aujourd'hui, le sort de la population palestinienne, c'est environ 50% de sa population maintenue en exil. Les 50 autres pourcents qui vivent d'une façon ou d'une autre la colonisation ou l'occupation israélienne. C'est la bande de Gaza qui est dans un état dont on peine à imaginer aujourd'hui l'ampleur de la catastrophe. Et c'est vivre aux côtés d'un État d'Israël qui s'est, au fur et à mesure ces dernières années, radicalisé à travers ses représentants, qui depuis le 7 octobre est traversé par une émotion qui rend absolument impossible à court terme d'imaginer une cohabitation à peu près sereine, mais qui est aussi confronté pour la première fois, je crois, à l'exigence de la part de ses partenaires de demander aussi eux ce qu'ils veulent. Parce que le statu quo, c'était aussi la non-réponse. Et très étonnamment, depuis quelques semaines, on sent poindre l'urgence d'avoir des réponses. Alors je ne suis pas particulièrement optimiste sur les réponses qui vont être données, mais on a l'impression qu'après une grande vague d'émotions post-7 octobre, il y a une réalisation, y compris des pays arabes, pour lesquels la Palestine n'était plus vraiment une question, pour les partenaires israéliens, en premier lieu desquels l'Union européenne et les États-Unis, et puis pour d'autres pays qui se sont invités dans le débat, dont l'Afrique du Sud, si vous voulez qu'on en parle, qu'il est temps, peut-être depuis un siècle, qu'on n'y répond pas, de répondre à cette question, et d'y répondre de façon très pratique. Je vais pas vraiment conclure parce que je veux vraiment laisser l'espace de poser des questions, mais ce qui m'importait, c'était de se dire que, au-delà de la réponse, en tout cas moi c'est mon opinion, là on quitte les faits, au-delà de la question de savoir si c'est un ou deux États qu'on veut, quand j'ai inversé la question, on se demandait quelle citoyenneté ou quel espace pour des Palestiniens. Je pense que c'est important de se reposer la question à cette échelle-là, à savoir dans quel endroit et sous quelle configuration on accepte que des gens qui sont dépourvus d'espaces où ils sont protégés depuis 1948 le soient. La réponse ne nous appartient pas, mais c'est cette question-là que j'ai envie de poser quand on nous interroge sur l'avenir de cette région. Merci Xavier. Alors, tu as répondu au contrat, expliqué de façon rapide, exactement dans les temps et de façon claire, des choses extrêmement compliquées. Le mode d'emploi après, il est simple, on va lui poser quelques questions parce qu'on les a préparées, et puis ensuite la parole sera ouverte à chacun, donc n'hésitez pas à le faire. On va peut-être demander à